Bonjour, bienvenue pour cette intervention sur Covid-19 et RGPD. L'épidémie de Covid-19 pose de nombreuses questions concernant l'application du règlement général sur la protection des données personnelles, lequel est entré en application en mai 2018. En effet, on assiste à de nombreux traitements automatisés de données personnelles dans le cadre de cette épidémie. Et en particulier, dans les pays asiatiques, on voit les techniques de géolocalisation, de traçage, les drones ou les techniques de reconnaissance faciale qui sont utilisées pour mieux contrôler cette épidémie. Alors, le but de ces techniques, il est il peut être il est tout à fait varié. Plusieurs buts sont possibles. On peut utiliser ces traitements pour contenir l'épidémie, pour la cartographier, pour prévenir les gens, pour les contrôler ou les sanctionner. En Europe, certaines de ces techniques sont déjà utilisées, comme en Pologne, pour vérifier que les personnes sont bien confinées, ou en Irlande. En France, certains de ces traitements de données sont également utilisés pour pouvoir cartographier l'épidémie. Et actuellement, le gouvernement travaille sur un projet d'application Stop Covid afin de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un porteur de la maladie. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir que prévoit le règlement général sur la protection des données. Est-ce que ce qu'on voit en Asie est possible en France et quelles sont les règles applicables? Ce sujet concerne de nombreuses personnes. Les données des malades, tout d'abord, peuvent être traitées par les établissements de santé. Également, les données des salariés, des travailleurs, par leurs employeurs. Et les données des citoyens par les autorités publiques, les opérateurs téléphoniques, les hébergeurs, les développeurs d'applications. Parmi les données traitées, on retrouve évidemment les données de santé liées au Covid-19, qui sont des données sensibles et qui obéissent à un régime particulier, comme nous allons le voir. Mais également, d'autres données peuvent être traitées, comme les données d'identité, nom, prénom, âge, les données géographiques, adresse, déplacement des personnes, les données des téléphones qui bordent aux antennes, et les contacts familiaux, sociaux ou professionnels. Donc, de très nombreuses données sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre de ces applications, de ces traitements. En ce qui concerne les traitements en eux-mêmes, il y a traitement lorsqu'il y a une opération sur la donnée, et en l'espèce, il peut y avoir de la collecte de données, du stockage, de la diffusion de données, comme on le voit notamment au Monténégro, où les personnes qui sont atteintes du Covid-19 sont même en ligne, hein, leurs données sont diffusées sur un site internet. Et également, comme technique, comme traitement de données, il existe la géolocalisation, le traçage, etc. Ces données peuvent être traitées en vue de diverses finalités. Alors, les finalités peuvent être médicales, par exemple, diagnostiquer les personnes, les tester, les soigner, bien à des fins de recherche par rapport au Covid-19. Les finalités peuvent être également préventives, prédictives, pour cartographier, modéliser le développement de l'épidémie, ou bien pour alerter les personnes et, comme on le voit dans certains pays asiatiques, les surveiller et même parfois les sanctionner. Les moyens utilisés afin d'atteindre ces objectifs peuvent être tout à fait médicaux, hein, l'utilisation des tests, des masques, du matériel respiratoire, les médicaments. Également, nous appliquons les moyens civiques, hein, gestes barrières et confinement. Et il existe donc aussi des moyens techniques, l'utilisation des ordinateurs, des mobiles, des applications, la géolocalisation, le traçage, les techniques de reconnaissance faciale, bracelets électroniques, drones, intelligence artificielle, big data, etc. Il existe tout un tas de moyens susceptibles d'être utilisés donc pour les finalités que nous avons vues tout à l'heure. Alors, en France, dans l'Union européenne,
toute personne qui est responsable d'un traitement automatisé de données doit respecter certaines obligations. Et tout d'abord, il doit respecter des principes essentiels, de base, que le traitement soit effectué de manière licite, de façon transparente, avec une limitation des moyens, des finalités, minimisation des données et en toute confidentialité. En ce qui concerne les données de santé et les données biométriques, il s'agit de données sensibles. Et dans ce cas-là, donc le régime est tout à fait particulier. On ne peut traiter ces données qu'avec le consentement des personnes. Et également, lorsque la personne ne peut pas exprimer son consentement, pour sauvegarder ses intérêts vitaux. En dehors de ces cas, il existe d'autres possibilités d'utiliser les données sensibles, les données de santé, lorsque ces données sont utilisées dans le cadre du droit du travail, de la sécurité, de la protection sociale, pour des motifs d'intérêt public importants, et bien sûr, le fait d'enrayer l'épidémie est un motif d'intérêt public important, des finalités médicales ou de santé publique. Donc, il n'existe pas que le consentement comme base de licéité du traitement des données de santé, des données sensibles. Mais vous voyez, j'ai mis une barre sur le côté concernant les motifs du traitement de ces données. Lorsque le consentement n'est pas possible, à ce moment-là, il va falloir néanmoins que la loi prévoie l'utilisation de ces données. Le responsable de traitement doit également respecter des obligations, tenir un registre, veiller à la sécurité des données et informer les personnes concernées. Alors, les personnes doivent être informées de quelles données sont traitées, pour quelles finalités, à qui sont destinées les données, etc. Ils doivent être informés également de leurs droits, de s'opposer au traitement, de pouvoir effacer les données et d'effectuer des recours. Bien sûr, ces droits-là ne peuvent pas être exercés dans n'importe quel cas. Il faut pouvoir justifier de motifs légitimes. Par exemple, l'illicéité du traitement. Alors, on voit que ces questions mettent en balance différents droits et libertés fondamentales. D'un côté, des droits, des libertés individuelles, comme le respect de la vie privée, la protection des données personnelles, la liberté d'aller et venir, de travailler, le droit à l'information, et de l'autre, la protection de la santé publique. Il faut donc réussir à trouver un juste équilibre entre ces divers droits. La CNIL a diffusé une publication le 6 mars 2020, un communiqué concernant ces questions de Covid-19 et de RGPD, rappelle le droit applicable pour le traitement des données des salariés par les employeurs et également dans le domaine de la recherche. En ce qui concerne les employeurs, elle rappelle que ces derniers ont une obligation d'assurer la sécurité et la santé des salariés, mais qu'ils ne peuvent pas faire néanmoins n'importe quoi. Ils ne peuvent pas collecter de manière systématique et généralisée des données sur le Covid-19 de leurs salariés ou les obliger à communiquer ces données et à les contrôler. En revanche, ils peuvent mettre en place des actions de prévention, d'information, de formation des salariés, inviter les salariés à remonter de telles informations sur leur état de santé et ils peuvent également prendre des mesures organisationnelles telles que le télétravail. Les salariés, de leur côté, ont également des obligations. L'obligation de prendre soin de leur santé et de celle des personnes avec qui elles travaillent. Dans ce cadre-là, le salarié doit informer son employeur en cas de suspicion ou de maladie de Covid-19. La CNIL rappelle également les grands principes applicables à la recherche dans le domaine du Covid-19 et donc en cas de traitement de données de santé. Si la recherche est interne, à ce moment-là, le responsable de la recherche doit tenir un registre. Il doit également veiller à respecter une méthodologie de référence et effectuer une déclaration de respect de cette méthodologie
À défaut, il doit demander une demande d'autorisation auprès de la CNIL. Le Comité européen de la protection des données, qui rassemble toutes les CNIL de l'Union européenne, a lui-même adopté une déclaration le 16 et le 19 mars 2020 dans lequel il rappelle les grands principes applicables au traitement des données personnelles dans le cadre de cette épidémie et les principes donc, que nous avons vus de licéité, de transparence, etc. Il préconise d'utiliser les solutions les moins intrusives possibles et fait un point sur les données de géolocalisation et les données traitées par les employeurs. Alors, concernant les employeurs, je ne vais pas revenir, il rappelle les principes d'utilisation de ces données dans le cadre notamment de l'obligation légale que nous avons vue. Il précise également que les employeurs ne peuvent demander des bilans de santé que dans la mesure où le droit de l'État membre le prévoit et que les employeurs ne peuvent révéler les noms des personnes infectées que si la législation le prévoit. Concernant les données de géolocalisation, le comité rappelle qu'en ce qui concerne les données détenues par les opérateurs téléphoniques, c'est la directive 2002-58 du 12 juillet 2002 qui s'applique. Dans ce cas, les données ne peuvent être traitées que si elles sont anonymisées ou avec le consentement des personnes. En France, nous avons transposé cette directive et on retrouve exactement ces principes dans l'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques avec des principes et des exceptions. Dans tous les cas, le comité européen lui préconise l'anonymisation des données et l'utilisation de ces données dans le but notamment de mieux cartographier la population. Et en France ou en Italie, ce type de données téléphoniques qui correspondent au bornage des téléphones mobiles sur les antennes des opérateurs ont déjà été utilisées pour mieux cartographier les déplacements de population à la suite notamment de l'annonce par le président Macron du confinement. Les personnes dans la région parisienne se sont déplacées, plus de 1 million de personnes, et on le sait justement grâce au bornage de leur téléphone portable, lesquelles données ont été anonymisées. Et grâce à un partenariat entre Orange et l'INSERM, une carte a pu donc être établie. De même, en Italie, ces données ont été utilisées, traitées grâce à l'opérateur Vodafone. Alors, le Comité européen sur la protection des données rappelle que si on veut sortir de ce cadre de l'anonymat, de ce principe d'anonymat et de consentement des personnes, c'est possible. Les États membres peuvent tout à fait adopter des dispositions législatives spécifiques, mais néanmoins, il faut que la finalité du traitement soit assurée à des fins de sécurité publique. Alors, bien sûr, pour enrayer l'épidémie de Covid-19, cette finalité serait tout à fait respectée. On rentrerait, je veux dire, dans le cadre de cette finalité. Néanmoins, le comité rappelle que toute législation qui sortirait de ces cadres, ce cadre-là, devra respecter des conditions, et notamment qui sont fixées à l'article 15 de la directive. La mesure devra être nécessaire, appropriée et proportionnée au sein d'une société démocratique. Également, la mesure devra prévoir donc des recours, des garanties pour les citoyens, recours notamment devant la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, donc en France, si on veut sortir de ces principes d'anonymisation et de consentement, une loi devra être adoptée si l'on veut utiliser les données de géolocalisation pour prévenir les gens, les contrôler ou les sanctionner. On voit que ces données de géolocalisation sont utilisées dans certains pays asiatiques, comme à Singapour, en Israël, Taïwan, la Corée du Sud, pour prédire la circulation du virus, tracer le parcours du malade, prévenir les gens qui ont été en contact avec la personne malade, notamment sur les 14 derniers jours,
ce qui permet de tester ces personnes et de les mettre en quarantaine. Ces pays peuvent aller au-delà, évidemment, de ces finalités et se servent de ces données pour surveiller les personnes, de ces traitements pour surveiller les personnes. Est-ce que la personne est bien confinée? Est-ce qu'elle est toujours présente donc, dans son domicile et la police appelle les personnes pour vérifier qu'elles sont bien dans leur domicile et si jamais elles ne répondent pas, la police peut se déplacer, vérifier, etc. En Pologne également, sont mises en place ces techniques avec l'utilisation d'applications qui permettent de se photographier et qui permettent donc de surveiller si les personnes sont bien confinées. Puis ces traitements peuvent être utilisés donc, pour sanctionner les personnes, comme on le voit dans les pays asiatiques. Alors en France, il n'est pas du tout prévu d'utiliser la géolocalisation et d'utiliser ces traitements automatisés de données en vue de tracer les personnes pour les surveiller ou les sanctionner. Le 1er avril dernier, Édouard Philippe et Christophe Castaner ont indiqué qu'ils réfléchissaient à la possibilité d'un suivi des personnes avec leur consentement. Un comité a été mis en place, le comité d'analyse, recherche et expertise, qui a pour objet d'étudier l'opportunité de mettre en place une stratégie numérique d'identification des personnes ayant été en contact avec des personnes infectées. Donc l'idée, c'est de pouvoir tracer les personnes qui ont été en contact avec les personnes infectées. On sait qu'il existe donc des applications de tracking, de traçage, avec Bluetooth notamment, et c'est le projet actuel qui est étudié dans le cadre de l'application Stop Covid. À Singapour, cette application qui est utilisée s'appelle Trace Together. L'objet, donc, c'est de pister les contacts, informer par les autorités sanitaires locales sont informées donc, des personnes qui sont atteintes du Covid-19 et elles-mêmes peuvent informer donc, les personnes qui auraient été en contact avec une personne porteuse du virus. La finalité de ce traitement, c'est alerter les personnes qui ont été en contact donc, avec une personne porteuse du Covid-19, leur proposer un test et avec la possibilité de les mettre en quarantaine. Alors, dans ce cadre-là de ce projet, il est prévu que le traitement porte sur des données anonymisées et que ce traitement se ferait avec comme base le volontariat, et autrement dit, le consentement des personnes. Il n'y aurait pas de géolocalisation, donc pas d'utilisation des données de bornage téléphonique ou le GPS, mais il n'en demeure pas moins que si la directive 2002 ne s'applique pas, le règlement général sur la protection des données personnelles sera, quant à lui, tout à fait applicable. Alors, les finalités de ces traitements seraient d'éviter le confinement généralisé et de permettre un déconfinement de la population. Alors, selon les sondages, 8 Français sur 10 seraient prêts à installer ce type d'application qui fonctionnerait donc par Bluetooth. Et il faut effectivement que pour que cette application soit efficace, de nombreuses personnes l'utilisent. On sait que 8 personnes sur 10 en France ont un smartphone, mais pour que l'application soit efficace, il faudrait que plus de 60% des personnes l'utilisent, ce qui n'est néanmoins pas évident d'atteindre comme objectif. Et pour que ce type d'application en elle-même soit juridiquement possible, encore faut-il qu'elle soit efficace sur le plan sanitaire. Or, on a vu à Singapour notamment que cet État donc, utilisait ce type d'application, mais que ce n'était pas pour autant suffisant en soi. Et c'est pour cela que dernièrement, on a appris qu'ils ont dû retourner à une mesure de confinement généralisé. Néanmoins, ce type d'application, on sait très bien qu'elle sera toujours plus efficace que le relevé manuel actuel qui est effectué par les médecins pour tracer les personnes malades. Si vous croisez quelqu'un dans la rue ou dans le bus
dans le métro, c'est impossible de savoir quelle est la personne que vous avez croisée, puisque les personnes sont anonymes. Donc, ce type d'application permettrait justement de pouvoir tracer les personnes avec qui vous avez été en contact. Donc, ce type d'application présente néanmoins donc, un intérêt qui est évident. Je pense qu'il ne faut être ni technophile et rechercher de façon absolue l'utilisation des nouvelles technologies, ni technophobe. Il faut trouver un juste milieu. Les technologies peuvent être utilisées tout en respectant les droits des personnes. Une technologie n'est pas forcément, porte pas nécessairement atteinte aux droits des personnes. Il ne faut jamais perdre de vue néanmoins qu'il existe d'autres moyens pour enrayer la maladie, les moyens médicaux évidemment, et également civiques, que dans tous les cas, ce type d'application ne serait pas suffisante en elle-même. Il faudra utiliser les autres moyens, ça on le sait déjà. Alors, une note parlementaire a été adoptée, très intéressante, du député Mounir Majoubi, le lundi dernier, le 6 avril, qu'il a adressé donc, aux parlementaires sur le traçage des données mobiles dans la lutte contre le coronavirus. Dans cette note, le député a dit que ce traçage peut être utilisé dans le cadre de trois finalités, en vue de trois finalités. Un, cartographier les déplacements de population. Deux, identifier les sujets contacts, c'est le backtracking que nous envisageons en France. Et également les contrôles des confinements individuels, comme on le voit donc dans les pays asiatiques. Le député a dit qu'il faut et bien évidemment trouver un juste équilibre entre santé publique et liberté individuelle. Et il rappelle les différentes techniques qui peuvent être utilisées dans le cadre de ce traçage. L'utilisation des données de bornage, qui peuvent être utilisées pour les trois premières finalités. Ce sont les données des téléphones mobiles qui bornent sur les antennes. Le problème, c'est que la précision de ces données est très limitée. Concernant les applications, on peut utiliser des applications qui utilisent des données GPS. Par exemple, on le voit avec l'application Waze ou Google Maps, Facebook. Ces applications permettent d'atteindre les trois finalités que nous avons vues précisément tout à l'heure. Néanmoins, ces données-là, ces techniques-là sont précises en extérieur, mais pas nécessairement en intérieur. En revanche, la technique du Bluetooth, qui elle aussi fonctionne avec les applications, donc sur la base du consentement de la personne, en principe, permet d'atteindre les deux finalités qui sont de cartographier l'épidémie et de suivre et de contacter les personnes. Elle a l'avantage en plus, cette technique, d'être suffisamment précise. D'autres techniques existent comme les données bancaires. Lorsqu'on utilise cette carte bancaire, on est également tracé, possiblement donc, par le réseau des banques. Les techniques de vidéosurveillance et de reconnaissance faciale qui permettent, comme on le voit dans les pays asiatiques, d'atteindre les finalités de suivi des personnes et de les contrôler, de les sanctionner. Mercredi dernier, la commission des lois s'est réunie et Madame Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, a été auditionnée. Dans le cadre de cette audition, elle rappelle que si cette application a pour base le consentement, il faudra que ce consentement soit libre et éclairé, ce qui signifie que le fait de refuser l'application ne devra avoir aucune conséquence. Et si un dispositif de suivi des personnes est mis en place de manière obligatoire, donc sans le consentement des personnes, il faudra qu'une disposition législative soit alors adoptée. La présidente de la CNIL rappelle que ce type de traitement doit reposer sur des principes de pertinence, de nécessité et de proportionnalité. Concernant l'adéquation, il faut que l'instrument mis en place apparaisse réellement utile pour traiter la crise sanitaire. Et on voit que sur ce sujet, il peut y avoir un débat notamment. Il faut
également que le traitement soit nécessaire. L'utilisation de telles données ne doit pas être une solution de confort. Il faut réellement qu'on en ait besoin pour juguler la crise et qu'il n'y ait pas d'alternative efficace. Et enfin, il faut que le traitement soit tout à fait proportionné, c'est-à-dire que les moyens qu'on va utiliser soient proportionnés par rapport à la finalité visée. Alors, en dehors de la France, l'Union européenne réfléchit également au développement de ces traitements. La Commission européenne, le 23 mars dernier, a demandé aux opérateurs téléphoniques leurs données de géolocalisation anonymisées afin de créer une base de données des déplacements européens dans le but de modéliser la propagation du virus, de mesurer le confinement, mais avec des données collectives qui ne permettraient pas donc de tracer les individus de manière individuelle. Ceci permet simplement de mieux cartographier l'évolution de l'épidémie. Le Comité européen pour la protection des données plaide pour l'instauration, quant à lui, d'une application de traçage numérique commune à tous les États membres, voire une collaboration avec l'OMS. Actuellement, plus de 150 chercheurs européens sont en train de travailler sur une plateforme afin de créer donc une technique, un traitement qui permettrait donc de tracer les personnes dans le respect évidemment des principes du règlement européen sur la protection des données personnelles. Donc on voit que les États, les CNIL, l'Union européenne travaillent actuellement pour essayer d'enrayer l'épidémie et la contrôler au mieux dans le respect de nos droits et libertés. Il va falloir suivre ce que ces autorités vont autoriser ou pas sur le plan technique, pour notamment sortir du confinement, lequel est déjà une limitation exceptionnelle à nos droits les plus fondamentaux. On constate dans tous les cas que le règlement général sur la protection des données apparaît tout à fait adapté pour appréhender cette question de l'épidémie du Covid-19. Il contient des règles pour encadrer le traitement de nos données par les nouvelles technologies. Il prévoit également des barrières juridiques pour protéger nos droits et nos libertés. Maintenant, il va falloir tout simplement vérifier que les traitements qui vont être créés, les applications mises en place, respectent précisément ces règles-là. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.